Bienvenue à 2 pour 1 de passion. Chaque semaine, on va rencontrer des passionnés qui ont décidé de vivre leur rêve pour connaître leur histoire. Cette semaine, on rencontre Francisco Randez qui s'est fait connaître comme mannequin. Il a été pendant 5 ans le mâle de Jean-Paul Gaultier. Depuis quelques années, il se fait connaître en tant qu'animateur autant à la radio qu'à la télévision. C'est un homme d'affaires, un homme engagé, un homme qui aime les défis. Voici donc l'histoire de Francisco Randez. Francisco Randez, bienvenue à 2 pour 1 de passion. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de nous accueillir dans le restaurant A. Bien, merci. Bien, à mon tour de dire bienvenue chez A. Bien, merci beaucoup. On est très bien accueillis. D'ailleurs, on a un petit verre. Santé, mon ami. Voilà. Santé à toi. Francisco, on va faire un petit survol de ton parcours parce que tu es un gars passionné, impliqué. En deuxième partie d'émission, d'ailleurs, on va en parler. Tu t'impliques énormément, entre autres avec CHU Sainte-Justine, dont tu as été porte-parole pour un bel événement. Mais pour ceux là, qui peut-être là, se disent c'est qui ce grand garçon et qui t'ont peut-être pas remarqué jusqu'à ce jour, malgré tes 6 pieds 3, ton teint basané et tes tatous, tu es québécois. Oui, je suis au Québec. Né d'un père espagnol, d'une mère québécoise. Là, je vais faire un saut dans le temps. J'espère que tu me pardonneras mon résumé. Tu as étudié au cégep en arts plastiques, quand même. À 19 ans, premier défilé de mode avec Philippe Dubuc. Tu te fais remarquer par Jean-Paul Gaultier. Tu deviens la tête d'affiche du mâle, le mâle de Jean-Paul Gaultier. Et c'est comme ça que tu as été lancé. Est-ce qu'on peut dire ça de même? On peut dire ça comme ça. J'étais un petit peu plus vieux que 19 ans. Oui. C'était en 98, 99, mon premier show avec Dubuc. Et ça s'est passé à travers une émission à l'époque à TVA qui s'appelait La Griffe d'Or. Oui. C'était un peu le rendez-vous des designers québécois de l'époque. Ouais. Et c'était quand même un gros show. Donc, la barre était haute. Pour moi, je commençais, j'avais aucune expérience de scène à cette époque-là. J'avais fait genre un défilé de mode à l'école primaire. Là. Je pense que tout le monde en a fait des défilés comme ça. À un moment donné, on en fait un, oui. J'ai des photos assez fabuleuses et glorieuses de ce défilé-là. Non, mais sans blague. Donc, j'avais pas d'expérience de scène. Et j'ai croisé à l'époque Audrey Benoît, qui était une mannequin internationale, qui éventuellement, Audrey est devenue auteure. Et Audrey était amie avec ma tante Rosemary. Donc, j'ai un peu... Rosemary, il y a la boutique Mousseline. On connaît cette boutique-là. C'est quand même une boutique phare à Montréal. Donc, j'avais baigné dans le monde de la mode, mais vraiment, c'était quelque chose d'extérieur à moi. Audrey m'a proposé de faire ce premier show-là. Et je me souviens très bien que les jours qui ont précédé, j'ai dit oui parce que j'ai tendance à toujours dire oui à des défis. Les jours qui ont précédé le défilé, j'étais mort de trouille, là. J'avais vraiment peur. Et je me cherchais des excuses pour pas le faire. Et je me disais, dans quoi je me suis embarqué? Puis je l'ai fait. Ouais. Puis ça a été une révélation pour moi. T'sais, être sur la scène, j'ai fait « Oh, OK, il y a quelque chose qui se passe. » Et après 5 ans quand même avec Jean-Paul Gaultier, Ouais. tu étais le mâle. Le mâle. Tu l'as encore, quelque part. Ouais. Ça s'est pas perdu. Là, on commence à te connaître de plus en plus parce que tu fais beaucoup d'animations, autant à la radio et à la télé. Tu as été connu en tant que mannequin. Est-ce que tu as l'impression que tu dois un peu plus... Est-ce que tu sens que tu dois prouver un peu plus que tu peux faire ce travail-là, que tu peux... Parce que souvent, les mannequins, ils parlent pas. Que tu peux parler, que tu es capable de t'exprimer. Des fois, les mannequins, on veut pas qu'ils parlent non plus. On veut pas. Il y en a pour certains, ce serait peut-être mieux. Mais dans ton cas, parce que tu es un gars qui s'exprime bien, tu es articulé, mais est-ce que tu sens que tu as besoin de le prouver? Puis est-ce que tu penses que peut-être qu'on a une mauvaise perception de toi? On se dit peut-être, il y a toujours des événements mondains, mannequin international, tatoué, un peu bad boy, il doit toujours être sur le party. Est-ce que tu sens... Tout ça est vrai, c'est un beau résumé. Non, sans blague, je le sentais au début. Ouais. Je le sentais au début. Là, ça fait quelques années quand même que je fais ce métier-là. J'ai fait mon premier show télé, si on veut, en 2008. Ouais. Donc, ça commence à faire 7 ans environ, là. Et la radio, ça fait quand même 3 ans. J'ai des centaines de shows de radio derrière la cravate. J'ai senti moi-même j'ai eu le sentiment d'imposteur pendant longtemps. Et j'ai senti un regard un peu désapprobateur de certains collègues de l'industrie au début. J'ai plus ce sentiment-là. Ça fait quelques mois, je dirais, je l'ai plus du tout.
Puis j'ai vraiment pu... Je ne reçois plus « Ah, t'es l'ancien mannequin. » C'était l'animateur aujourd'hui. C'est mon métier. T'as réussi, c'est ça. Tu sais, je n'invente pas, là. C'est mon métier. Je fais ça à temps plein depuis à peu près 3 ans, temps plein. Je ne fais que ça, tu sais. Plus les projets de restauration, oui. Donc, j'ai plus ce sentiment-là. Puis, je te dirais, c'est le fun aussi de plus ressentir. Ça, c'est plate, ce sentiment-là, le sentiment d'imposteur. Toujours se le faire amener. Ouais. Puis, à un moment donné, tu sais, c'est le fun, tu sais, c'est des beaux succès. Puis, je pense pas que les gens, ils veulent mal faire, mais tu sais, quand les gens, hey, le mâle, puis c'est beau, là, tu sais. On peut pas en vouloir aux gens, mais j'avais hâte que ça passe, sans qu'on le... Je veux pas le nier non plus, mais j'avais hâte que ça soit pas la première chose que les gens me disent, tu sais. Je surfe sur les hasards depuis 20 ans, tu sais. Puis je crois beaucoup à ça. Je crois à avoir une détermination au niveau de... Moi, cette détermination-là, c'est la discipline. Puis après ça, c'est comme une vague, tu sais. Si la vague, elle va à gauche, tu dis « Ah, je vais aller à droite. » Non, ça s'en va là. Va voir qu'est-ce qui se passe là. Puis il se passe toujours des affaires le fun. Puis la restauration, c'est venu comme ça aussi. Mais c'est ça, justement, tu as un petit côté d'affaires qui, là, bon, tu l'expliques, qui vient peut-être par ta tante. Là, ici, on est au restaurant A. Ouais. Quelle est ton implication, justement, dans ce restaurant-là? Bien, je suis le big boss. Non, pas du tout. C'est pour ça que je voyais les employés regarder à terre, longer les murs, c'est ça? Simon, il regarde, il fait... Non. Je suis vraiment un partenaire ici. On est une équipe. Moi, je crois vraiment à ça, la restauration. Puis je pense que la restauration, en 2015, l'union fait la force. Je pense qu'ils sont de plus en plus rares, les propriétaires, opérateurs, cooks, chefs. Il y en a encore, mais je pense que c'est un travail d'équipe qui disparaît tranquillement, là, en voie d'extinction. Donc, c'est un travail d'équipe. Et en fait, le projet était déjà entamé, moi, quand je suis entré. Okay. C'était des amis. Bon, j'avais déjà eu le bar La Porte Rouge. Ça aussi, ça a été le fruit d'un hasard des entrepreneurs que j'ai rencontrés. Ma meilleure amie, tac, on s'est mis ensemble, on était 4 au début, ça a fait un gros succès. Puis j'ai appris là-dedans. On se lance dans le A. Moi, je suis pas un gars de restauration, là, j'apprends encore plein de choses. Mes partenaires, dont Simon, qui sont des gars de restauration pure, puis tout le rapport avec la cuisine aussi, la brigade, c'est riche, là, c'est pas mal plus complexe qu'un bar. Donc, c'était vraiment, c'est une collaboration, puis c'est un travail d'équipe ici. Ta carrière allait très bien, la télévision est arrivée. Et, entre autres, sur la chaîne Évasion, tu as animé plusieurs émissions. Et là, je suis désolé pour la prononciation. Aventuras Panama, ça va. Ukai, Hawaï. Ukai, Hawaï. Ça veut dire aventure à Hawaï. Voilà. C'est en hawaïen. Viva España. España. Espagne. On va vous l'écrire en bas de l'écran. Et à 2, c'est mieux. Il y a un point de vue, un téléphérique qui se rend au point le plus élevé des alentours de Dubrovnik. C'est hallucinant le point de vue qu'on avait. Puis on a décidé de terminer la journée là. Oh là là! Tu veux-tu me tendre la main? C'est un peu complexe ici pour moi. À 2, c'est mieux, c'est avec ta blonde, Evelyne Odette, qui est Audet, pardon, qui est aussi animatrice. Tu dis dans une des émissions que finalement, t'es pas si dur à vivre que ça. Est-ce que c'est parce que tu as eu des plaintes avant ou tu n'as jamais voyagé avec ta blonde? On a reçu beaucoup de courriels dans le département des plaintes à l'époque. Non, ben oui, un peu. Parce que je suis une personne un peu solitaire aussi. J'ai besoin de mes moments de solitude au quotidien. Fait que des fois, c'est... Tu sais, quand tu passes 6 semaines avec ta blonde 24 heures sur 24 en tournage, ça peut être dur, tu sais. Finalement, ben, c'est pas si pire que ça. Tu es une bonne personne au quotidien en couple. J'ai la bonne fille aussi pour ça, parce qu'Evelyne, Evelyne, c'est une personne qui est flexible, toujours de bonne humeur. Evelyne est très stable, tu sais, donc ça me permet, moi aussi, d'avoir mes mouvements. Ou... C'est pas une personne insécure ou possessive, c'est une personne indépendante. Fait que ça la dérange pas, ces moments-là où je suis un peu retiré, où je suis là, mais je suis pas là. T'sais, j'ai besoin d'être dans les airs, des fois, puis ça marche bien. Je trouvais que ça te faisait bien. Bébé, t'es vraiment fin. Ça fait plaisir. Là, on va te découvrir comme comédien, semble-t-il, dans Les Jeunes Loups, à l'automne prochain, à TVA. C'est quelque chose que tu voulais faire ou c'est encore quelque chose qui t'est arrivé? C'est un autre hasard. Bien, j'en rêvais. Je te mentirais pas, j'en rêvais. J'ai fait beaucoup de musique quand j'étais plus jeune. J'ai eu des bands. C'est comme ça que j'ai commencé la scène, en fait, avant de faire mannequin. Après ça, j'ai eu mes bands dont on continué jusqu'à peu près en 2007-2008. J'ai eu des bands. Là, après ça, ça devient compliqué un peu là, quand t'es comme un adulte. Là, les bands, c'est de la gestion. Bref, c'est un autre hasard. J'ai fait beaucoup de jeux devant la caméra. J'ai fait beaucoup de pubs quand j'étais mannequin, donc je me suis
je me suis Familiarisé avec ça, perfectionné éventuellement, parce que, bon, je voulais mieux comprendre. Travailler devant une caméra, même si c'est des images fixes, ça demeure une caméra. On comprend toute la dynamique de la lumière, des angles, puis tout ça. J'ai fait beaucoup de théâtre, d'improvisation. Je travaille en improvisation depuis quelques années. J'ai trippé là-dessus, j'en ai fait intensément. Puis j'ai été animateur aussi. Fait que j'ai touché à tout ça, mais j'ai jamais livré un texte. J'ai jamais joué un texte. Fait que ça, c'est le défi que j'aurais aimé pouvoir relever un jour. Puis c'est arrivé. Ça va se faire dans Les Jeunes Loups. Ouais, on a commencé les tournages déjà. T'as déjà commencé d'ailleurs, Ouais. ça va? C'est le Ça fun. sent bien? Ouais. Francisco, on pourrait jaser pendant des heures et des heures parce que tu as plein d'expériences, autant dans tes activités, tes passions et tout ça. Fait que j'ai préparé un genre de vrai ou faux, si on veut. Le pop quiz. Ouais, sur toi, des informations que j'ai trouvées. OK. Tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux. Tu peux, si tu veux, élaborer, regarde. rectifier ou nuancer. On regarde ça Mais court. on va essayer de voir si je suis bien informé. Toi, pour te lever le matin, semble-t-il que ça te prend absolument un cadran, une urgence ou une maudite bonne raison. Ah ouais, 3 cadrans. 3 cadrans. Mais j'en ai 2 au quotidien, puis quand j'ai quelque chose de bien important, j'en mets un 3e. C'est vrai. Une rencontre marquante, ou du moins, il y a quelqu'un que tu espérais rencontrer, Dany Laferrière. Oh! Écoute. Tu? Ouais. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Parce que tu l'as une sorte de monde extraordinaire. Dany Laferrière, c'est un de mes auteurs favoris. Puis Dany Laferrière a cette particularité, quand tu le lis, tu as l'impression qu'il te parle. Puis en plus, on le connaît, fait que je l'entends me parler, Dany Laferrière, quand je lis ses romans. C'est ça qui est merveilleux. Ouais. Et j'avais une impression de lui qui était un gars sympathique, ouvert sur le monde, allumé. Puis j'ai eu la chance de passer un moment avec lui, puis ça a été au-delà de mes attentes, là. C'était mon nouvel ami, là, tu sais. Bon, évidemment, la vie fait en sorte que... Mais ça a été un moment extraordinaire, puis ça fait partie des beaux moments de ces métiers-là. On a la chance de rencontrer... Tu sais, toute personnalité connue n'est pas intéressante. Je suis désolé, mais c'est pas vrai. Il y a des personnalités connues qui c'est des célébrités, puis ça s'arrête un peu là. Mais des personnalités comme Dany Laferrière, tu sais, ça a été vraiment un beau moment. Et en terminant, sur une table, un comptoir, des miettes de pain. Non. Faut pas que ça te... Non? C'est mal. C'est ça? Je sais pas, ça m'énerve. Mais ça, tu sais, ça vient de où? Ça vient de mon meilleur chum, Sébastien Guy, OK? Ça fait... Là, on a 38, ça fait 32 ans qu'on se connaît. Sébastien, quand j'allais chez lui, parce qu'on habitait un à côté de l'autre quand on était jeunes, puis lui, chez eux, les miettes, André, son père, il n'avait pas de miettes. Puis Sébastien, il avait des techniques. Fait que j'ai 2 techniques pour ramasser les miettes. La première, la plus efficace, c'est pas une guenille, c'est avec ses bouts de doigts. C'est comme ça qu'on ramasse les miettes le mieux. Deuxième, c'était la technique du biscuit. Et Sébastien Guy m'a appris comment manger un biscuit sans faire de miettes. Donc, on mettait la main comme ça, et quand on croquait, on aspirait en même temps. Fait que ça faisait pas de miettes. C'est pas une blague, ce que je te dis là. Non, Et mais ça, moi, je l'essaie dès ce soir. Ouais. Puis c'est resté. C'est des petites obsessions du quotidien. Mais merci, André Guy. Ben oui, aujourd'hui, on a ses conseils à la télé, c'est bon. Hein? Ça, on sait jamais où ça peut se rendre, hein, dans la vie, à un moment donné. Et dernière chose, tu es un passionné romantique, semble-t-il. Pour les 30 ans de ta blonde, tu as acheté un chihuahua. Sauf que là, semble-t-il que tu es aussi gaga que ta blonde. Et ça a l'air que vous faites des activités, vous allez au spa. Qu'est-ce que tu fais avec ce chien-là? Ma blonde, elle t'a dit ça. Mais non, mais c'est parce que... J'aime ça quand il y a une... J'appelle ça J'ai dit que je fais couper les cheveux. Mais je le fais tondre. C'est comme une activité de boys. C'est parce que c'est ça, ta blonde ne veut pas y aller. Vous avez des activités. Ben oui. Evelyne n'y va pas. Mais là, tu sais, on passe pas la journée, on se fait pas faire des manicures, mais c'est moi qui s'occupe de ça. J'aime ça quand il est clean cut. Ouais. Bien entretenu. Parce que toi, les animaux domestiques, ça t'intéresse pas? Zéro. J'aimais les gros chiens. Moi, j'aime les Doberman. Puis hein? les braques allemands, c'est mes 2 chiens préférés. Okay. Jamais j'aurais imaginé avoir un chihuahua. Mais quand je te montrerai une photo quand... On a des photos, il défile présentement. Il est beau, là, il était beau, puis là, on est... Vous l'habillez, en plus. Non, ça, c'est ma blonde. Ah, ça, c'est ta blonde. OK, bon, parfait. Faut qu'elle arrête ça. Parce que les photos qu'on a, il est habillé, là. Ah ouais? Ça, c'est ta blonde, OK. Il met un tuxedo quand on va dans des événements. Voilà. Il aime pas ça. Elle pense qu'il aime pas ça. Non. Non, il aime ça. Tu sais, le temps que vous passez parce ensemble, que oui, on est proche. Ben voilà, c'est ça. Voilà. T'es super impliqué, on va en parler en deuxième partie de l'émission, mais avant, on va aller faire un petit questionnaire sur savoir ce que tu sais, ce que tu penses de Montréal. D'accord. Francisco, c'est maintenant le moment du questionnaire Passion Montréal. Et à l'émission, comme on parle de gens passionnés de passion, moi, en faisant ma recherche, bon, il a fallu que je lise sur toi.
et j'ai beaucoup regardé sur toi, puisque tu es mannequin, tu as fait beaucoup de photos. Je me suis découvert une passion, qui est le tatou. Bon! Ah oui, c'est comme un chandail de vrai tatou. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. T'es-tu en train de douter des tatous? Non. Non, OK. Je suis déconcentré. Là, je suis sérieux. Là, c'est une vraie Tatou. question. C'est quelque chose qui peut nous empêcher de dormir, mais qui nous fatigue pas. Ah. C'est pas pire, ça. Ouais, qui nous énergise. Oui, c'est ça. Ma blonde a une passion vraiment poussée pour le popcorn. Ah, Le dernier Noël, j'ai offert à ma blonde une machine à popcorn, comme une vraie, là, super bonne. Puis elle m'a regardé les larmes aux yeux, puis elle m'a dit « C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu dans ma vie. » Ça résume un peu l'affaire. Mais c'était sincère, hein? Fait qu'elle a une passion vraiment, comme vraiment poussée pour le popcorn. Ah, Montréal tout court, mais j'ai un penchant pour la nuit. Je trouve ça le fun, la vie de nuit. Je trouve ça... il y a une espèce de frénésie la nuit que je trouve vraiment intéressante. Bien, de moins en moins en voiture, là, je t'avoue que Montréal à vélo, ouais. ben oui, de plus en plus. C'est sûr que l'hiver, c'est un peu plus difficile. Des fois, avec l'horaire, c'est plus difficile, mais Montréal à vélo, c'est pratique. Mais je sais qu'il y en a pas mal qui se sont ajoutés, je dirais... 60. Quand tu veux dire pas mal, 2 à Laval, c'est ça? Ben, il y a Cartier qui s'est ajouté. Ouais. Il y en a une couple d'autres, non? Ouais, 2, je pense. C'est correct, j'aime ton enthousiasme. Je dirais 60. Ouais, 68. À Price is Right, j'étais juste T'aurais en gagné dessous, quelque ouais, chose, peut-être. Coder. Est-ce qu'on l'aime? Je l'adore. Ouais. Il y a un petit côté... C'est ça, des fois, il y a un petit côté showman qui peut tomber ses nerfs, mais ultimement, j'ai quand même l'impression que Denis Coderre fait bouger des choses. À part le A, là, je dirais que le gars, il veut Ça se peut être plugger. le... La capitale de Montréal. Aïe, aïe. Ben, le Mont-Royal, là, tout ça, là, c'est quelque chose. Là. Puis, tu sais, on est juste en face, nous, on est là, puis il y en a de la vie ici. Ce que j'aime, oui, je dirais le Mont-Royal, parce que ça rassemble tous les coins de Montréal. Tout le monde se rassemble là. On voit toutes sortes de monde ici, puis c'est ça qui est intéressant, c'est riche. Questionnaire Passion Montréal, ça a quand même bien été. Oui. On va aller parler de tes implications. Juste avant, je vais aller me remettre un peu... C'est frais. Le fond de mettre un teint. peu Oui, c'est de un petit peu de crème, oui. Puis on va aller parler de tes implications. Merci. Francisco, ici, à 2 pour 1 de passion. On aime les passionnés qui s'impliquent encore plus. En tant que personnalité publique, on te demande de t'associer à certaines causes. Qu'est-ce qui va faire que tu vas dire oui? C'est sûr que quand la cause me touche un peu plus personnellement, ça m'encourage. Après ça, je l'ai choisi un peu en fonction de ça. Faut que ça me touche. Puis, j'avoue que quand ça parle du sport, puis des jeunes, des ados, ben moi, le sport à l'adolescence, ça a été un peu ma bouée de sauvetage. Ça m'a permis de donner une direction à ma vie. Puis plus récemment, bien, tout ce qui est en lien avec Sainte-Justine. Maintenant, j'ai des neveux. Donc, je suis plus sensible à ces causes-là. Puis à travers mes fonctions à Rythme FM, il y a beaucoup d'implications avec le CHU Sainte-Justine, le Grand Sapin, le Mois des câlins. On a l'occasion d'aller sur le terrain, d'aller à Sainte-Justine, de rencontrer des jeunes. Et ça a tout changé pour moi, le fait d'être là, de rencontrer ces jeunes-là. Puis c'est des jeunes personnes qui ont vécu plein d'affaires. C'est super intense, puis c'est inspirant aussi. Donc moi, ça m'a poussé à vouloir m'impliquer plus. Sainte-Justine, justement, pour toi, qu'est-ce que ça te dit? Ce que ça dit, bien, c'est un peu l'avenir, tu sais. Puis la souffrance des enfants, ça nous touche toujours un peu plus, tu sais, d'avoir des petits êtres là, qui n'ont pas encore eu l'occasion de profiter de la vie. Puis là, les premières expériences de vie qu'ils ont, c'est de la souffrance. Fait que c'est sûr que c'est plus dur à prendre. On a envie de les soutenir pour les soulager. Puis je disais, l'avenir, les enfants, c'est l'avenir de la société. C'est sur eux, c'est la fibre première, tu sais. Donc, c'est important. Tout ça fait en sorte que ça a une importance particulière. Et là, cette année, tu étais porte-parole du bal du Mont-Royal. C'était la 14e édition, parce que Sainte-Justine a plusieurs branches. Il y a Sainte-Justine au cœur du monde, et il espère avancer des fonds. Donc, c'est un bal du Mont-Royal dont tu étais porte-parole.
ça t'amène à faire quoi? Bien, des entrevues en amont, de l'animation sur place, parce que, bon, on remet le chèque officiel, il y a des remises de prix, tout ça. Puis, évidemment, dans la soirée, parce qu'on veut les voir, ces gens-là qui sont venus soutenir la cause. C'est intéressant de les rencontrer aussi. Puis c'est le fun de voir des gens qui ont le sens du devoir aussi. Puis, ouais, je pense que c'est une bonne façon de se réunir socialement. C'est quand on appuie une cause en même temps, on dirait que ça ajoute une petite noblesse à tout ça. Parce que le bal du Mont-Royal, le thème, si on veut, c'est que c'est des jeunes... c'est beaucoup de jeunes professionnels qui se retrouvent là, un peu sous le thème du réseautage. Et parce que des fois, les gens ont peut-être peur ou sont mal à l'aise d'être confrontés à la misère, à la maladie, la pauvreté. Et ce genre d'événement-là permet aux gens de passer un bon moment et que l'argent aille à une cause. Oui. Ça peut faire du bien aussi, puis recadrer, puis relativiser d'aller directement sur le terrain. Moi, je le suggère. Aussitôt qu'on a la chance d'être là, il ne faut pas trop s'éloigner de la souffrance non plus. Ça fait partie de la vie. Oui. Je pense que c'est un des dominateurs communs entre tous les êtres humains. Fait qu'il faut en tout cas, dans mon cas, je veux surtout pas m'éloigner de ça. Ce genre de soirée-là, pour moi, oui, il y a le côté social, mais c'est le fruit d'un travail d'équipe. J'ai vu les gens du Cercle des jeunes leaders préparer cet événement-là. Tout le monde travaille bénévolement et c'est des gens qui ont des vies trépidantes et très remplies. Et ils donnent énormément de temps pour aller amasser ces fonds-là. Donc, ça, c'est touchant aussi. Tu sais, je disais sens du devoir, mais c'est le fun de voir ces jeunes professionnels-là qui ont des vies remplies, puis que c'est des professionnels souvent qui vont œuvrer dans la haute sphère des finances, etc., etc. C'est le fun de voir qu'ils tiennent mordicus à donner du temps pour soutenir d'autres gens. Ça, je trouve ça beau. Et la 14e édition, bon, elle est passée, elle a permis d'amasser 145 000 quand même, qui s'en va à CHU Sainte-Justine. Je suis néonatologiste et chercheur. Et il y a plusieurs d'entre nous ici qui ont 2 jobs comme ça parce qu'on est dans un CHU, Centre hospitalier universitaire. Moi, j'ai commencé ici en 98 et que ça fait presque 17 ans que je suis néonatologiste ici à Sainte-Justine. On a 65 lits, ça n'a pas l'air, mais c'est une grosse proportion de l'hôpital où c'est des tout-petits, en fait, dans des incubateurs. Et on est une équipe de 14 médecins qui s'en occupent, 300 infirmières, pharmaciens, psychologues, travailleurs sociaux, voilà. Il y a eu 2 doses, en fait, dimanche, quand il a été extubé. La recherche, elle est au cœur des soins les plus modernes qu'on puisse donner aux bébés. Alors, on va se laver les mains jusqu'au coude pour essayer de rentrer tout propre dans l'unité. Il y a des équipements qu'on va pouvoir voir qui ont été payés par l'argent qui a été ramassé à ces soirées-là. De la philanthropie. L'investissement actuel des jeunes leaders pour la néonatologie nous permet de constituer un projet qui est en train de se réaliser. Ici, on arrive un peu au centre de l'unité. Ça, c'est un incubateur de transport. Cet incubateur a été acheté grâce à la philanthropie. C'est comme un petit hôpital, ça a l'air de tout simple, hein, mais en plus de l'oxygène et de l'air, il y a un gaz qui permet de traiter l'hypertension pulmonaire d'un nouveau-né. Il y a un ventilateur et puis toute l'infrastructure pour lui administrer les médicaments et le garder chaud et en sécurité pendant le transport. L'arrivée des chaises zéro gravité, alors ça a l'air de rien, c'est des chaises longues, mais qui permettent aux parents de prendre des enfants en kangourou et puis de passer pratiquement toute la journée avec leur bébé en peau à peau. Et ça demande toute une prise en charge, toute une expertise de toute l'unité. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement du médecin qui pense que c'est une bonne idée, mais aussi de l'infirmière, de voir qu'on puisse aider l'infirmière et la famille. Et les bébés aussi très heureux parce qu'on voit qu'ils ont besoin de moins de médicaments pour la douleur, par exemple. Ils sont plus confortables, ils sont plus stables du point de vue physiologique. Ça, c'est des choses vraiment de terrain qu'on voit. Donc, si on entend parler d'activités du Cercle des jeunes leaders, on les encourage. C'est pour une bonne cause. Avec le Cercle des jeunes leaders, on a
un projet qui s'appelle le Centre d'excellence en soins intensifs des nouveau-nés, qui va comprendre plusieurs volets. Et ils sont tellement enthousiastes et performants qu'ils remettent le soleil dans l'unité. On pourrait parler de plein de choses parce que tu es passionné. En terminant, tu es un passionné. Là, je le dirais pas comme il faut, mais il y aurait le Jiu-Jitsu. Tu en as parlé un petit peu au début. Oui, le Jiu-Jitsu brésilien. Oui. Mais là, moi, je veux juste m'assurer, est-ce que tu portes ton casque? Parce qu'il y en a une qui aurait peut-être peur pour tes oreilles. Ma blonde en porte pour mes oreilles. Je le porte pas tout le temps. J'essaie de le porter le plus possible. Ouais. Mais des fois, ça devient tout enflé. J'ai pas le goût de me retrouver avec des oreilles en chou-fleur, mais ça fait partie un peu de ça. Puis si j'avais eu à en avoir là, avec tous les sports de combat que j'ai fait, je les aurais déjà. Mais des fois, je fais quand même attention parce que une fois que c'est fait... Là, t'aimes pas juste pour tes oreilles, mais elle s'inquiète un peu. Oui, c'est ça. Francisco, Rythme FM, on peut t'entendre à la radio. Les Jeunes Loups à l'automne. Oui. Ta page Facebook officielle. Oui. Tu peux aller liker ça pour te suivre. On peut aimer ça. Et savoir ce qui se passe avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Longue vie au restaurant A. Oui, merci beaucoup. Bonne continuité. Pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur la page Facebook. Toutes les coordonnées et les liens y sont disponibles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Comme tu vois, Yves, c'est un parfait mélange de gens qui sont ici pour faire la fête et des gens qui ont cette cause-là à cœur. On a tous un neveu, une nièce, certains ont même des enfants qui ont été malades et, dans ce cas-ci, des enfants nés prématurément. Donc, c'est quand même beau de voir que, oui, on a envie de s'amuser, mais on a aussi un sens du devoir et ce soir, on l'exprime. Ce soir, Francisco, aussi, le bal du Mont-Royal, c'est un peu sous le thème, si on veut, du réseautage. Est-ce que tu espères repartir d'ici ce soir avec peut-être 500 amis Facebook de plus? J'aurais pas de place pour 500 amis de plus. Ah oui, c'est vrai, ton compte est déjà plein. Peut-être 500 likes sur ta page d'artiste. Peut-être, ça, on aimerait ça.